Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans les jeudis de la formation. On reprend les bonnes habitudes. Le dernier jeudi de chaque mois, ce JDF spécial Vive, notre partenaire, est au programme. Notre invité du jour pourrait être appelé Docteur Douleur, tant il incarne depuis plus de 30 ans la lutte acharnée contre le premier symptôme redouté par les Français. Et nous avons intitulé cette émission « Les douleurs » et non pas « la douleur », car c'est une des parties les plus importantes de ce sujet, savoir différencier les douleurs, car le traitement est évidemment bien différent. À mes côtés, le co-présentateur de cette émission, vous connaissez désormais très bien, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique chez Vive. Bonsoir Nicolas, alors un mot sur ce sujet. Bonsoir Jean-François, bonsoir Alain Sirier. Écoutez, un mot rapide, mais la douleur, c'est un des premiers motifs de consultation en ville comme à l'hôpital. Donc on va en apprendre beaucoup pour que nos confrères puissent encore mieux traiter. Allez, avec le professeur Alain Sirier, responsable du département diagnostic et traitement de la douleur à l'hôpital Lariboisière à Paris, nous allons essayer de faire le tri dans ce symptôme compliqué et de mieux présenter ce concept de douleur, car suivant son type, le traitement diffère. Bonjour Alain. Bonjour. Et c'est important, Alain, parce que la douleur, ça se calme et ça se soigne. Oui, enfin, pas toujours. Enfin, je crois qu'il faut distinguer deux sortes de douleurs. Il y a la douleur signal d'alarme, celle qui va aider le médecin à faire un diagnostic. Celle-là, elle est utile. Imaginez un monde sans douleur. Un monde... Il existe une maladie familiale où il n'y a pas de douleur, où les gens meurent. L'insensibilité congénitale à la douleur, l'agénésie congénitale. Ouais. Et ça a été décrit dans un livre qui s'appelle The Puzzle of Pain, traduction en français, Le défi de la douleur. Et c'est un pédiatre canadien qui explique l'histoire de sa fille. Et sa fille avait une agénésie congénitale à la douleur. Il y a différents degrés. Il y a celui qui sent rien du tout, l'enfant, et qui met la main sur la plaque chauffante, qui se brûle, qui sent pas le chaud, le froid. Elle fait du ski au Canada et elle se fracture la jambe, elle rechausse ses skis. Instabilité, elle n'avait pas senti la douleur. Et c'est l'instabilité qui fait qu'il se passe quelque chose. Donc il faut souffrir. C'est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Bon. C'est la théorie du bornage que les pédiatres, du bornage du schéma corporel de l'enfant. Quand on fait le tour d'une table et on se cogne au coin, la prochaine fois, on l'évite. Oui. Si on n'a pas mal, on se recolle. Ça, c'est la douleur aiguë et il y a la douleur chronique, mais on va les détailler dans un instant. Alors, je vous pose toujours... Vous savez, je fais beaucoup d'émissions depuis très longtemps avec le docteur Alain Sirier parce qu'il est brillant et agréable. Merci, Jean-François. Et je lui pose depuis toujours la même question. Quel est le pourcentage, ça pourrait varier, de douleurs impossibles à soulager dans des centres comme le vôtre? Voilà, donc il n'y a pas de réponse. Alors, c'est très compliqué parce qu'on arrive en bout de chaîne. Donc, on voit que des patients qui sont en échec, pour lesquels la douleur, c'est l'affaire de tous les médecins. Et il faut vraiment le souligner, la plupart des douleurs sont bien prises en charge par les médecins de ville, on appelle les médecins généralistes, qui sont maintenant des spécialistes, et ça, je trouve que c'est très bien. Mais nous, ce que nous voyons, c'est tout ce qui est en échec. Et donc, il faut une attitude pluridisciplinaire, il faut un regard... Je suis d'accord, mais... Avant, votre réponse était moins nuancée, vous me donniez un chiffre qui vous faisait dire, on soigne X% de douleurs, on parle du médecin généraliste jusqu'à vous, hein. C'est-à-dire combien de douleurs peuvent être non traitées Ça dépend du mécanisme, c'est très différent. Les douleurs dont on va parler, vous ne voulez pas me le dire. Si, les douleurs neuropathiques, 5 à 7% de la population générale française. Et là, on est bon, j'allais dire, on n'est pas bon. On arrive à prendre en charge 50% des gens. Non, mais ça veut dire que 95% sont soignés et vous en soignez 5% de... Non, on soigne que... C'est qu'il y a 5% dans les douleurs de la population générale, il y a 5% de douleurs, 5 à 7, qui sont considérées comme des douleurs neuropathiques. Et celles-là, on les voit, c'est le gros de notre recrutement, c'est plus de 50% de notre recrutement, et on a beaucoup de mal à les prendre en charge parce qu'on n'a pas de moyens. Alors, très efficace. Nicolas, je suppose que vous devez être surpris parce qu'il y a une notion de cette douleur qu'on n'arrive pas à traiter. Vous disiez autrefois que la plupart des douleurs devraient être traitées, quoi. Oui, c'est vrai que... mais ça mérite une écoute. Quel est le temps moyen d'une consultation en médecine de ville? Le temps moyen d'une consultation, c'est 15 à 18 minutes. Dans une consultation, chez une dame âgée qui a du mal à se déshabiller, qui a de l'arthrose, de l'hypertension, du diabète, et en plus des douleurs liées à l'arthrose, comment on va faire? Donc c'est chronophage, il faut du temps.
Et donc le taux de douleur soulagé, à l'inverse, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de suivre? Est-ce qu'on peut considérer, on le sait quand même, il que dans les répondre. Mais non, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que si c'est une migraine ou une névralgie faciale, c'est 95%. Ouais. Si c'est une douleur neuropathique en rapport avec un diabète, d'accord. C'est Mais 95% des douleurs, 5%. C'est énorme, c'est énorme. Et ça, est-ce la réalité? On sait bien aussi que le taux enfin, que la douleur et la manière de la prendre en charge, c'est un indicateur de qualité des soins dans certaines pathologies. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la situation, on est bon en France par rapport à ces indicateurs-là? Moi, je trouve qu'on n'est pas mauvais. Bon, on peut toujours améliorer les choses, mais on n'est pas mauvais quand même. Parce que d'abord, la douleur maintenant, et ça c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à faire passer dans les mœurs médicaux et paramédicaux, j'aime pas le terme paramédicaux, les soignants d'une façon générale. C'est quoi? C'est que la douleur, c'est un paramètre comme la tension, la température et puis le pouls. Donc c'est mesuré. Ça fait partie des indicateurs du suivi, ça fait partie des indicateurs de bonne prise en charge. Et ça me semble vraiment un changement de mentalité. Maintenant, on ne peut pas, c'est même un droit. On n'est pas obligé au succès, mais on est obligé à la prendre en charge. Ça, c'est un droit que le patient a d'être écouté et d'avoir une réponse, même si la réponse n'est pas... C'était la notion que je voulais que vous nous donniez. Alors, vous avez vu, on a fait une introduction un peu longue, mais elle était importante. On va se limiter sur ce sujet tellement vaste à 2 grands chapitres. D'abord, la douleur aux âges extrêmes de la vie, et puis les nouveautés thérapeutiques. Alors sur les nouveautés thérapeutiques, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. On en est où alors que d'un autre côté, en onco, on en a beaucoup. Juste un petit teasing, parce qu'on va y aller de façon large, mais essayez de rassurer Nicolas sur le fait qu'il y ait des choses qui arrivent. Oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Le paracétamol, la morphine, tout ça, ça fait des années qu'on a ça, des dizaines, voire une centaine d'années. Simplement, c'est que ce qui change, c'est l'approche des patients. Les patients demandent des méthodes non pharmacologiques. Pourquoi ? Le détropropoxyphène, je ne vais pas citer le nom, certains neurolaxants ont été supprimés, considérés comme dangereux, et les patients nous disent « mais vous m'avez donné ça pendant 10 ans, et maintenant c'est dangereux, on n'a plus le droit ». Et vous répondez quoi? Vous vous êtes trompé ou que... Non, je dis que pour le détropropoxyphène, je dis que c'est un tort, ça n'engage que moi, et c'est une erreur de l'avoir. Tous les médecins le disent. Voilà, oui, tout le monde le dit. Et on sait d'où est venue l'histoire. Exactement. Voilà. Mais ils sont demandeurs, pour faire court, de méthodes non pharmacologiques. Donc c'est la cryothérapie, c'est l'hypnose, la relaxation, le biofeedback, la stimulation externe, la stimulation médico transcrânienne. Ça, c'est des gadgets ou pas? Non, on va revenir. Et puis, curieusement, ils nous disent pas de médicaments, docteur, mais et le cannabis? C'est ça qui est curieux quand même. Et le LSD? J'ai une émission qui se prépare là-dessus. Oui, et le LSD aussi. Ah bon Mais alors le cannabis, dans une consultation, il y a au moins 2 à 3 patients qui vont demander par jour le cannabis. Et vous répondez quoi? À l'heure actuelle, on n'a pas les moyens de le faire, puisque les deux, le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, et l'association des deux, ils ont eu la même autorisation de mise sur le marché, mais l'industrie pharmaceutique ne s'est pas entendue avec la commission de transparence a délivré la même, mais sur le prix. C'est pour ça qu'on ne l'a pas. Et vous seriez favorable à ce que ça intègre le cannabis thérapeutique, pas récréatif. On coupe les micros, là. Si des gens souffrent, vous leur dites pas, écoutez, moi je peux rien faire, mais vous descendez en bas, il y a ce qu'il faut, non? Je fais pire que ça. Ah oui? Point d'humour. Je leur dis, allez devant la Riboisière. Vous savez qu'on a une salle de moindre risque, une salle de shoot. Et donc, les gens, il faut bien qu'ils se fournissent pour aller s'injecter dans la salle de moindre risque. Donc, les principes actifs, entre guillemets, sont dans la rue et dans le parking. Allez au 3e sous-sol, vous trouverez tout ce que vous voulez. Bon, voilà. On fait passer ça, alors là. Les traitements s'améliorent. On va parler du grand âge. C'est intéressant. Non, pas du grand âge, d'ailleurs. Les âges extrêmes de la vie, parce qu'on va parler aussi des vraiment tout petits. Ça reste toujours les mal-aimés de la prise en charge de la douleur? Oui, aux âges extrêmes de la vie, parlons du sujet âgé. Moi, j'aime pas cette définition de l'American Society of Geriatry, qui dit le sujet âgé, c'est le old, 65. Le very old, 75. Le very old, 85. Et le very, very old, 95. Alors moi, je veux dire 65 sujets âgés, plus je m'approche de cette éventualité, plus je trouve que c'est absurde. On va dire sincèrement. Mon cher Jean-François, je vous le confirme. Voilà, on va être d'accord sur ce point de vue-là. Mais le vieillissement de la population, on va être confronté dans les années qui viennent à un problème particulier. On voit déjà les équipes mobiles de gériatrie dans les hôpitaux intervenir, y compris donc sur la douleur. On gagne quand même par jour 2 à 3 heures d'espérance de vie, ce qui fait 2 à 3 mois par an. Donc on aura près de 250 à 300 000 centenaires en 2030.
Il faudra adapter notre système de santé. Il ne l'est pas. Il y aura plus de douleurs de cancer, d'arthrose, de troubles musculo-squelettiques. Il y aura beaucoup plus de douleurs neuropathiques, puisqu'on sait qu'avec l'âge, on a de plus en plus, quand vous faites un zona à 30 ans, c'est pas pareil qu'à 85. À 85, vous avez toutes les probabilités, d'avoir des douleurs neuropathiques qui vont persister jusqu'à la fin. Et pas à 30 ans. Et comment fait-on la différence entre le sujet âgé plaintif et le sujet âgé mutique pour traiter la douleur face à ces deux attitudes? C'est un problème d'identification et de reconnaissance qui n'est pas simple. Le non-communicant, le mauvais communicant, ça aussi c'est un terme. Bon. Le non-communicant, par exemple, l'autiste, le schizophrène, comment on fait? On n'a pas d'outils pour dépister. Par contre, on a l'hétéroévaluation. Chez le sujet âgé, il y a des échelles, l'Algo+, par exemple. C'est le soignant qui regarde le patient et qu'avec un certain nombre d'indicateurs, il pourra identifier s'il est douloureux, s'il ne l'est pas. C'est jamais du 100%, puisque c'est subjectif. Mais quand même, observer, écouter, prendre du temps, ça nous ramène à l'essentiel de la médecine. Et je pense que c'est ça. Si on arrive à changer ça, qui sont les bases de la médecine, on aura fait beaucoup. Alors, expliquez à Nicolas, qui ne connaît sûrement pas l'anecdote, et vous leur l'anecdote, excusez-moi du terme, et certains de nos téléspectateurs, sur le fait qu'on a laissé mourir les nourrissons de douleur, et il y a encore pas très longtemps de ça. Et oui. Non. Oui. Et oui, on pensait que les nouveau-nés avaient un cerveau qui n'était pas encore mature et qui ne pouvait pas ressentir la douleur. Et donc on faisait ça, il y a quand même, maintenant on trouve ça scandaleux, c'est vraiment quelque chose, mais quand même, il y a moins de 50 ans dans notre pays, quand on faisait une intervention chirurgicale... Il y a moins de 30 ans même, non? Oui, il y a moins de 30 ans, oui, même pas 50 ans, moins de 30 ans, vous avez raison. Quand on fait une intervention chirurgicale, l'anesthésiste va injecter un barbiturique hypnotique pour endormir, un curare pour que le chirurgien travaille, voilà, et puis un opiacé. On ne donnait pas le troisième chez le nouveau-né parce qu'on pensait que le cerveau était immature. Et là, c'est quand même une réflexion un peu particulière parce que, en réanimation néonatale, par exemple, les publications sont toutes d'accord sur le plan international et national, il y a 24 gestes douloureux par 24 heures, autrement dit, 1 par heure. Et si on ne les prévient pas, il y a une plasticité neuronale qui se crée avec un abaissement des seuils de nociception au niveau de la moelle épinière et supraspinale au niveau du cerveau, et donc un stimulus qui n'est pas forcément douloureux va devenir douloureux. Essayons de voir et se projeter dans l'avenir. Si on ne fait pas ça et qu'on ne prévient pas cette douleur, cette transformation du système nerveux va persister dans le temps, peut-être dans toute la vie de l'individu. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on rencontre dans les douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer maintenant? Bien sûr. Et ça, on le saura dans 30 ans, parce que maintenant on prévient la douleur des nouveau-nés, on la prend en compte et on les soulage, parce qu'il y a des moyens. Et il y avait une étude américaine qui avait montré que dans l'appendicectomie, les deux protocoles, il y avait des morts. Donc qui était terrible. Quoi. Enfin, je voudrais juste dire, les douleurs dont on n'a pas la fibromyalgie, les vessies interstitielles, les céphalées chroniques quotidiennes, la coxodynie, l'églossodini, toutes ces douleurs-là, c'est peut-être des populations de patients qui, lorsqu'ils étaient jeunes, ont eu donc des douleurs créées par les soignants qui n'ont pas été pris en charge. Changeons de sujet quelques minutes. Sur les patients psychiatriques, vous les avez évoqués tout à l'heure. Ouais. On sait déjà que les soins, la médecine, les soins généraux, ne sont pas forcément les plus développés sur ces types de patients. Quand il s'agit de la douleur, quel dispositif existe aujourd'hui? Est-ce que ces patients sont bien soignés? Non. Non, pour une réponse simple et une réponse nette, c'est non. Non, parce que nous n'avons pas d'outils validés qui permettent de dépister, identifier des douleurs chez l'autiste ou chez le schizophrène. On n'a pas. Ok, on avance parce qu'on arrive presque à la moitié de l'émission. On a dit qu'il fallait différencier les douleurs. Donc, vous nous rappelez les grandes catégories de douleurs? Oui, il y a les douleurs par excès de nociception. Nocere, ça veut dire ressentir. Donc nociception, c'est un excès de stimulation sur un système nerveux normal qui est intact. C'est donc l'inflammation, c'est la douleur post-opératoire, c'est la fracture, l'infarctus du myocarde, etc., la colique néphrétique. De l'autre côté, il y a les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, la grande différence, c'est que le système nerveux périphérique ou central est altéré, comprimé ou il fonctionne mal. Et puis,
depuis 2018. C'est quoi l'exemple de douleur neuropathique? La douleur du diabète périphérique, du diabète, du zona, toute douleur post-opératoire peut entraîner une douleur neuropathique sur la cicatrice qui passait inaperçue il y a une dizaine d'années. Et maintenant, c'est quand même le gros de recrutement des centres de la douleur, c'est 50%. Et puis vous avez les douleurs d'origine centrale, l'accident vasculaire cérébral, l'hémiplégie, le syndrome thalamique, mais maintenant aussi, la sclérose en plaques, c'est bien connu avec la névralgie faciale, mais il y a aussi la douleur du Parkinson qui était méconnue. Et là, maintenant, on a donc des données sur la douleur du Parkinson. Et de l'autre côté, 2018, les douleurs nociplastiques, qui est un terme un peu qui permet de mettre dans le même sac, dans le même registre, toutes celles qu'on ne comprend pas. Fibromyalgie, fessier interstitiel, ce que je citais tout à l'heure, toutes ces douleurs-là pour lesquelles on n'a pas d'explication. Côlon irritable. Voilà, intestin irritable, côlon irritable, constipation chronique, tout ça. Et comment fait-on, différencie-t-on ces douleurs d'un point de vue clinique là, pour nos... C'est à la fois sur le plan clinique assez simple, dans la plupart des cas, et compliqué dans un petit nombre de cas parce qu'elles sont mixtes. Alors quand elles sont mixtes, il faut faire la part des choses, en ce qui revient à l'aspect neuropathique et à l'excès de nociception. Pour la douleur neuropathique, on a un outil d'identification, un outil de dépistage. Et souvent, les médecins confondent les outils d'évaluation de l'intensité, comme l'échelle numérique, voilà, c'est simple. Combien vous avez mal, vous êtes en face de moi, entre 0 et 10 maintenant. Voilà, ça c'est simple. Et puis l'outil de dépistage, qui n'est pas un outil qui mesure l'intensité de la douleur, mais qui va permettre une aide au diagnostic. Ça c'est le DN4, douleur neuropathique, D pour douleur neuropathique N, et 4 parce qu'il y a 10 questions. Et quand vous avez 4 ou plus de 4, c'est une douleur neuropathique. Ça permet, c'est sur Internet, il n'y a pas de problème, tout le monde peut. C'est même validé, je crois, en 32 langues. Alors, bien évidemment, toutes ces douleurs, il y a un réflexe. Le monde entier, et des médecins prescrivent du paracétamol. Oui. Or, le paracétamol, ça ne marche pas sur les douleurs neuropathiques. Absolument. Donc, c'est important au moins de faire cette différenciation. Les anti-inflammatoires, pareil. Alors, les anti-inflammatoires, on revient sur le paracétamol aussi dont vous parliez. On avait dit que les anti-inflammatoires, c'était une action périphérique antiprostaglandine en périphérie sur la soupe inflammatoire, etc. Maintenant, on sait que ça passe dans le système nerveux central. On l'a identifié dans le liquide céphalorachidien. Et ce n'est pas sans raison, parce qu'il y a une action centrale. Et l'équipe de pharmacologie d'Alain Échalier, Clermont-Ferrand, utilisait le Pickering aussi, a mis en évidence une action centrale des AINS qui, on pense que la plupart de l'action, la grande partie de l'action antalgique du paracétamol et des AINS, c'est une action centrale et pas périphérique. Donc ça transforme un peu les choses. Alors, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas les médicaments qu'il faut donner dans la douleur neuropathique. On donne quoi ? C'est plutôt les antidépresseurs et les antiépileptiques. Qui est un acte difficile pour le médecin d'avoir un malade qui a mal et lui dire « je vous donne un antidépresseur ». Il faut l'expliquer. Oui, il faut l'expliquer. Et l'aspirine, on la classe où? Parce que c'est son côté anti-inflammatoire qui est antalgique ou c'est un antalgique pur? Alors, autant dans les anti-inflammatoires, il y a un indice qui permet de dire à telle dose c'est antalgique et à telle dose c'est anti-inflammatoire. Pour l'aspirine, non. Par contre, l'aspirine dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, on dit émergents maintenant, mais où il n'y a pas forcément toute la panoplie de pharmacologique que nous avons à notre disposition, l'aspirine revient en première ligne. Alors vous savez que dans notre émission, on essaie de vous montrer des images de la vraie vie, sur le terrain, comment se passe la coordination du traitement de la douleur. Bien, nous sommes allés à la clinique mutualiste de la Sagesse, un joli nom, à Rennes, 240 lits, 23 000 séjours par an et une unité de prise en charge de la douleur. Rencontre avec le docteur Céline Bunel et Guénaëlle Gauthier, qui est infirmière. Un reportage d'Hélène Corby. Alors ici, on est une consultation douleur. On offre une prise en charge vraiment multidisciplinaire, puisque ici, par exemple, dans notre structure, il y a 19 personnes qui interviennent. Donc il y a d'une part des médecins, donc médecins algologues, spécialistes de la douleur, mais on travaille aussi avec des médecins rééducateurs qui vont après donner un avis pour éventuellement mettre en place une prise en charge rééducative. On a un médecin psychiatre ici au centre, et puis après, il y a différents professionnels paramédicaux, notamment des infirmières, bien sûr, douleur. On a une psychologue, on a une assistante sociale, et puis on a ensuite des praticiens qui vont offrir des prises en charge en hypnose, en méditation pleine conscience, en sophrologie. On va s'intéresser à toutes les dimensions du patient, donc on va s'intéresser bien sûr à l'aspect somatique, à traiter la douleur en elle-même, mais il y a aussi, on va s'occuper aussi de tout le retentissement
retentissement de la douleur sur les différentes sphères du patient. Donc le patient va d'abord avoir une consultation avec un médecin algologue. Donc on va évaluer sa douleur, enfin essayer de comprendre son mécanisme, qu'est-ce qui a déjà été mis en place par rapport à cette douleur, quels sont les retentissements. Donc on va faire une consultation qui va vraiment s'intéresser à la globalité du patient. Et puis en fonction bien de cette consultation, on va orienter le patient vers différents professionnels de la structure. Ce sera une prise en charge qui sera pour le coup multidisciplinaire et personnalisée. Chaque patient a sa propre prise en charge. L'objectif, alors effectivement, c'est d'autonomiser le patient dans sa prise en charge. Nous, on va mettre en place différentes choses, mais le patient doit devenir autonome, comme dans toute pathologie chronique. Je m'appelle Guénaëlle Gauthier, je suis infirmière. Depuis 2003, je travaille de jour dans un service de soins urgents non programmés, donc de l'accueil de petite urgence. Et l'autre partie de mon temps, j'interviens ici dans la structure de prise en charge de la douleur. Alors ici, on propose à nos patients l'utilisation de ce petit appareil. C'est un neurostimulateur, donc c'est une technique d'électrothérapie. L'intérêt aussi de la neurostimulation, c'est qu'elle permet au patient d'être autonome. C'est le patient qui utilise la technique lui-même à domicile. Ça lui donne une prise sur sa douleur. Il reprend le contrôle de la douleur grâce à ce petit outillage. Et ça aussi, c'est important. Quand on parle de la douleur, c'est souvent à la douleur aiguë que l'on pense. La douleur aiguë, elle atteint essentiellement le corps, le physique, elle atteint aussi l'affectif, elle est anxiogène. Donc voilà, ce sont les deux facettes essentielles de la douleur aiguë. La douleur, quand elle devient chronique, elle va envahir beaucoup plus. Elle va envahir différentes dimensions de l'être humain. Et là, on arrive à la dimension de la souffrance. Le rôle de l'infirmière vient s'inscrire dans une prise en charge qui est une prise en charge multidisciplinaire. Ici, on est une grosse équipe avec plein d'intervenants différents, avec des profils et des spécificités différentes. Et ça, c'est extrêmement judicieux parce qu'on s'inscrit, quand la douleur devient chronique, dans une problématique qui est multifocale, qui a plein de facettes. La douleur n'est plus seulement physique, elle a aussi une dimension affective, une dimension émotionnelle, une dimension cognitive, comportementale, psychologique, sociale. Donc pour répondre à tous ces champs qui deviennent perturbés, parce que même la vie des conjoints, du système, de la famille, la vie professionnelle est impactée. Le temps d'écoute en face à face est capital, lui aussi. Il va permettre aussi de mettre en place l'alliance thérapeutique. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Donc, un temps d'écoute, un temps d'évaluation aussi, et puis la mise en œuvre d'actions différentes. Et moi, en plus, je pratique l'hypnose, je suis hypnothérapeute, donc encore un autre outil à mettre à la disposition des patients. Alain, ce sont des choses que vous expliquez depuis des années qui maintenant sont en place sur le terrain. Quel est votre commentaire ? Oui, ça a été dit, c'est modèle biopsychosocial, on le répète sans arrêt, c'est un temps d'écoute. Je crois qu'il faut être près des patients. Pour faire de la santé, il faut aimer les gens. Et pour les malades douloureux, il faut les aimer encore plus parce qu'ils sont emmerdants. Et alors, rendre le patient autonome, pour vous, ça fait partie aussi d'un des éléments clés de la prise en charge ? Oui, alors c'est tarte à la crème, l'éducation thérapeutique du patient, quoi. C'est lui expliquer. Et puis lui dire qu'il intervient et qu'il doit moduler, qu'il doit gérer son traitement. Moi, je suis un peu surpris de voir, par exemple, on parlait des antalgiques tout à l'heure, périphériques et centraux, c'est matin, midi et soir. C'est pas matin, midi et soir, c'est toutes les 8 heures. Et puis pourquoi prendre la même dose de matin et de soir alors qu'il y a pas mal la nuit ? C'est à lui de dire et puis de gérer un peu son traitement.
hein. Mais surtout, c'est aussi dire, puisqu'on parle là des médicaments, c'est pas j'ai mal, j'en prends un, j'ai pas mal, j'en prends pas. C'est avoir une pharmacologie, une pharmacocinétique stable dans la plasmatique pour que ça soit efficace. Et puis c'est prévenir. Donc c'est vrai que ça prend du temps, il faut expliquer, il faut qu'il gère son traitement. Il y a quand même une notion qui reste toujours touchy, bien que cette infirmière en parle très bien, c'est le côté psychologique de la douleur. Pensez-vous que la médecine a enfin trouvé un bon réglage dans la matière ? Là encore, ça dépend vraiment des patients. Toute douleur chronique c'est quoi? C'est une douleur qui persiste au-delà de 3 mois. C'est une définition. Enfin, ça dépend du patient. Oui. Vous êtes gentil. Pour le envoyer voir un psychologue ou un psy, c'est pas le patient qui le demande. Non, en général, ça peut, mais c'est très rare. Oui, donc je suis d'accord. Est-ce que le médecin généraliste a pris cette dimension psychologique de la douleur? Je crois quand même que oui, mais une douleur au-delà de 3 mois a forcément des répercussions psychologiques. Ouais. Vous, comme moi, au-delà de 3 mois, on en a ras-le-bol, on casse les pieds à tout le monde, on n'a pas le moral, on ne voit pas comment on va s'en sortir, on est dans un tunnel sans... Mais là, si on me dit je vais avoir un psy, je vais me dire il est gentil le médecin, mais... Oui, mais il y a une façon d'aborder. Pour faire court, c'est de dire quand vous êtes fatigué, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes déprimé, ah oui, la douleur est plus importante. Souvent, les patients disent. Et quand ça va bien, quand vous êtes heureux, quand c'est une fête, un anniversaire, que vous êtes content, vous êtes entouré, est-ce que ça va mieux? En général, les patients disent oui. Puis il y a toujours, là on aborde les moyens non pharmacologiques, c'est de dire quels sont vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et certains disent, moi, j'ai un patient qui construisait des cathédrales avec des allumettes. Bon. Il y en a d'autres qui aiment bien le bridge, qui aiment bien le jardinage, qui aiment bien lire, qui aiment bien écouter de la musique. Est-ce que vous avez mal quand vous faites ça? Et là, les gens disent, souvent, la plupart des cas disent non, c'est vrai, j'oublie que j'ai mal. Ça fait partie de la plasticité neuronale. Et on a des aires dans le cerveau qui vont s'éclairer. S'éclairer, c'est quoi? C'est au PET scan à l'IRM fonctionnel. On voit des zones cérébrales qui vont avoir une vascularisation plus importante. Les zones de la cingula, de l'aire prémotrice, du cortex frontal. Ça, ce sont les zones qui sont incriminées dans le message douloureux. Et donc, on peut, par des techniques non pharmacologiques, modifier cette vascularisation. Et la composante sociale est importante? L'assistante sociale a un rôle fondamental pour ces patients chroniques? Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, rôle fondamental, ne serait-ce par exemple que pour avoir un logement au rez-de-chaussée, et quand on est dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur et on ne peut pas monter un étage, c'est un exemple comme un autre, peut-être un peu trivial, mais voilà, c'est important. Oui. Des unités comme celles qu'on vient de voir, il y en a beaucoup en France? Il y en a 252 qui sont répertoriées par les agences régionales de la santé sur 3300 établissements en France, donc c'est pas beaucoup. Et l'infirmier et l'infirmière, ils ont un rôle central, a priori, on voit dans le reportage. Est-ce qu'à votre avis, il y a suffisamment de temps infirmier consacré à ce type d'activité? Non, c'est insuffisant. C'est insuffisant, ce qui explique, et moi je pense que les métiers intermédiaires de la santé, on appelle ça comme ça, c'est un peu... Bon, j'aime pas beaucoup non plus ce terme-là. Mais les infirmières ont un rôle prépondérant. Il y a les délais d'attente en consultation sont inadmissibles. Dans certaines structures, c'est 1 an et demi pour avoir de l'hypnose. Nous sommes pleins jusqu'en février en consultation. Donc voilà, il y a des mois d'attente. Et si l'infirmière est dans la structure, dans le service de médecine de la douleur et médecine palliative à l'hôpital de la Riboisière, les infirmières ont des consultations. Eh bien, les consultations elles pourront continuer à prescrire un traitement qui a été proposé initialement par un médecin. Et ça permet de réduire les délais. Et en libéral, il y a des consultations d'infirmières sur les questions d'algologie? Dans les cliniques mutualistes, on vient de voir effectivement que ça existe, mais en libéral, à ma connaissance, il y a peut-être des cas isolés, mais non, c'est pas une... Alors, n'oubliez pas que notre émission, les jeudis des professions de santé, où vous serez d'ailleurs le prochain invité, Alain, on pourra revenir largement sur ce sujet. On a vu l'hypnose, la neurostimulation. Est-ce que ce sont des choses que vous pratiquez dans un service de pointe comme le vôtre? Merci. Oui, on pratique ces techniques. La relaxation, la méditation de pleine conscience, la neurostimulation externe, l'hypnose, oui, sont pratiquées effectivement de façon habituelle. Et la place de l'homéopathie dans le traitement de la douleur? Phénomène arnica? Au moment où on le dérembourse? De dire, si vous voulez, là, on aborde le placebo éventuellement, l'effet placebo, pourquoi pas? Mais l'homéopathie dans les douleurs du cancer, non. Oui, mais quand vous voyez le
le soigneur de l'équipe de France de football qui a la finale de la Coupe du Monde, dès qu'un joueur français a un choc arrive et donne 3-4 pastilles, on sait que c'est de l'homéopathie, ça interpelle quand même. Donc on est dans le placebo pour vous. Là, ouais. On ne peut pas dire ça comme ça, mais oui, dans la plupart des cas, c'est du placebo. Ouais, oui. D'accord. Alors, on va maintenant parler de la douleur et le premier symptôme dans consultation, le premier poste de prescription. Nicolas disait tout à l'heure qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Vous n'avez quand même pas des nouvelles molécules à nous annoncer ? Pas vraiment. Il y a des molécules qui sont avec moins d'effets indésirables dans les niveaux 2, dans les douleurs par excès de nociception, moins d'effets indésirables que le tramadol. Avec une efficacité qui est à peu près identique. Sans ça, on a donc l'application de patch à la capsaïcine. C'est l'ancien, vous parliez des sportifs, c'est ce que pour s'échauffer, ils se frottaient avec une pommade à la capsaïcine les jambes et les voilà, je sais plus comment ça s'appelait, mais effectivement. Ça s'appelait Dolpix. Le Dolpix, c'est voilà, ça. Ouais, vous faites du nouveau avec du vieux, vous, en fait, dans la douleur. Non, parce que la capsaïcine est à 8% maintenant, alors que dans le Dolpix, elle est à 0,3%. Ouais, enfin, c'est quand même... Donc, c'est pas nouveau, quoi, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de nouvelles molécules. Le marché est colossal, c'est le plus grand marché qui existe. Oui. Et il n'y a rien qui sort. Il y a les innovations technologiques et les innovations incrémentielles. Incrémentielles, c'est on change de voie d'administration. Ouais. La capsaïcine, c'est maintenant en patch. Alors, donc on l'applique, mais il faut une hospitalisation de jour pour le faire. Il faut que le patient reste donc 3 heures chez nous. C'est 45 minutes à 1 heure d'application. Les infirmières savent très très bien faire ça. C'est dans leur domaine d'expertise et de compétences, sur prescription médicale. Et c'est des traitements récents et nouveaux dans les douleurs neuropathiques périphériques qui donnent des résultats acceptables, je dirais. Et alors la fameuse utilisation de la morphine, c'est utilisé correctement en France ? Est-ce que c'est un médicament qui ne fait plus peur ? Il est dans l'arsenal thérapeutique commun ? Oui, il fait peur. Il fait encore plus peur maintenant avec la crise des opiacés aux États-Unis. Vous savez qu'il y a eu 62 000 morts imputables directement par un surdosage ou une action ou une consommation anormale, donc des niveaux 3, et principalement donc l'oxycodone, sur 312 millions d'Américains. En France, ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme puisque c'est plus que les armes à feu et que les accidents de la voie publique. En France, il y a moins de 200 par an. Alors, il faut... Ce qui prouve une meilleure gestion. D'abord, on a des protocoles, ouais. Alors qu'aux États-Unis, ils ne sont pas respectés. Si on a mal à la tête, allez hop, je prends un comprimé d'oxycodone. En France, c'est pas comme ça du tout. Non, c'est pas du tout. Ensuite, il n'y a pas la prescription. Elle est conditionnée dans des packs, des boîtes avec donc pas forcément 30 comprimés d'un coup, surtout pas. Et puis surtout, ce qui n'est pas normal, c'est la communication sur les opiacés. On dit, entre 2004 et 2014, il y a 120% d'augmentation. Qu'est-ce qu'il en est ? En 2004, la prescription des opiacés, c'était 0,5% de la prescription totale des médecins français. Et en 2014, c'est 1,2% de la prescription totale. C'est quand même pas énorme. Mais de 0,5 à 1,2, les pourcentages parlent, c'est 120%. Alors on a augmenté de 120%. Non, regardons dans les bien sûr. Et les médicaments des anesthésistes sont des puissants antalgiques ? Sont-ils utilisés ? Le fentanyl, vous parlez du fentanyl ? Oui, on dit 1 million de fois plus puissance que la morphine. Pourquoi on ne l'utilise pas ? 75, mais oui, ils sont utilisés. Les patchs de fentanyl sont utilisés dans les douleurs. C'est uniquement dans les douleurs chroniques sévères, et en particulier dans le cancer. Alors, à l'inverse, vous m'avez souvent expliqué que vous aimiez bien faire des wash-out totales chez les malades qui arrivent dans les centres antidouleurs, dire tous ces gens-là ont trop de médicaments antidouleurs, on arrête tout et on voit. Vous continuez à faire ça ? C'est pas systématique, mais dans certains cas, effectivement, je prends l'exemple, par exemple, des céphalées chroniques quotidiennes par abus médicamenteux. La migraine, c'est 13% de la population féminine. Si on prend le diagnostic de migraine probable, c'est le double. C'est près donc de 26% de patientes françaises qui présentent une migraine. La céphalée chronique quotidienne, c'est la première complication de la migraine. Comment et pourquoi ? Par abus médicamenteux. Par abus de codéine, par abus d'AINS, par abus de triptan. Les gens ont mal au crâne de façon permanente. Et donc, il faut effectivement les sevrer, les hospitaliser parfois pour le sevrage. Ce qui n'est pas simple. Et justement, dans les douleurs migraineuses, il y a des progrès thérapeutiques. On en est où sur cette maladie plus que fréquente ? Oui, il y a des... On n'en parle plus de la migraine. L'industrie pharmaceutique a tout réglé le problème ou c'est qu'elle n'a plus de médicaments à vendre ?
Si, il y a des anti-CGRP qui arrivent, il y a aussi des produits qui vont, par une injection en sous-cutanée mensuelle, vont permettre donc de prévenir. C'est un traitement de fond. Mais le problème, c'est le prix. Le coût sera... c'est pas dans le domaine courant encore, mais le coût sera exorbitant. Dernière question, est-ce que les soins palliatifs ont changé notre vision de la prise en charge de la douleur ou ce sont des sujets très différents? C'est intriqué. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que c'est intriqué. C'est la raison pour laquelle l'appellation du service dans lequel je travaille, c'est service de médecine de la douleur et de médecine palliative. Il y a des recoupements dans les deux. Mais ce qu'il faut bien, je dirais d'une façon simple, c'est 75%, c'est les enquêtes trottoirs, ça, hein, 75% des Français veulent mourir à domicile, 75% meurent à l'hôpital. Ouais. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que la douleur devrait être mieux prise en charge par nos confrères. Oui. D'une façon générale, là aussi, il y a probablement des manques, mais c'est sans comparaison à ce qu'ils y étaient il y a 30 ans. Oui, la formation est à faire. Sans comparaison. Ah oui, mais il y a plein de médecins qui ont des formations palliatives et douleurs. Bon, une dernière question, mais je suppose qu'elle vous tient à cœur, Nicolas. Alors, on vient de parler de la France, mais qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Parlez-nous de Douleurs sans frontières. Avec plaisir, merci. Alors, parce qu'on a, il faut vous dire, chers amis, qu'on a le président fondateur de Douleurs sans frontières. Et honnêtement, pour voir la vie d'Alain Serry quand il quitte son service de la Rivoisière, qui part, je le précise, toujours en écho dans tous les pays du monde. Non, mais c'est important de le dire. Et expliquez-nous. C'est pas en business, c'est en écho. Oui. C'est essayer il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des compétences, mais il n'y a pas les moyens. Et puis, ils sont avides de protocoles, avides de recommandations. Je donne un exemple pour faire court. Hier, il y avait l'examen du diplôme universitaire de prise en charge de la douleur entre la Rivoisière et Port-au-Prince. Ce sont les mêmes sujets. Port-au-Prince, c'était 8h à midi, et puis la Rivoisière, 14h et 3h. Et c'est les mêmes sujets, les mêmes correcteurs. Et on a le plaisir d'avoir, l'année dernière, le major de la promotion était une femme médecin de Port-au-Prince. Ça nous fait très plaisir. Mais ça veut dire aussi qu'on prend en charge les douleurs donc, à domicile des patients qui sont à Phnom Penh, qui sont à Dakar, qui sont à Madagascar et au Mozambique, en Angola. Et comme toute organisation humanitaire, vous avez besoin de moyens, de confrères pour vous aider. Argent et confrères. Voilà, les deux. Voilà. Mais vraiment. Oui. Bon, écoutez, merci. Merci si vous avez entendu. Alors, on va terminer par un dernier sujet, mais très court. Bien qu'ils soient importants, les douleurs liées aux soins. Ça, c'est fondamental. Je crois que les douleurs, qui sont les douleurs nosocomiales, les douleurs induites par les actes diagnostiques et les actes thérapeutiques, on a les moyens de les prendre en charge, on a des protocoles et on doit le faire. Et c'est une obligation. Et la plupart du temps, comme c'est en des douleurs aiguës, on a des résultats qui sont bons, si on le fait. Il faut le faire systématiquement. Alors, je vous propose qu'on se retrouve pour une autre émission qui s'appelle les Jeudis des professions de santé, où bien évidemment la maltraitance des soignants sera abordée un peu plus loin. Un commentaire, Nicolas, sur cette émission? Écoutez, moi je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse refaire le point sur les traitements antalgiques. C'est, comme je le disais en début d'émission, le symptôme très fréquent et un motif de consultation important. Et des agréments au possible importants pour les patients. Merci Alain Serry. Merci Alain Serry. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la formation pour vos commentaires et suggestions à vos questions. jdflemoine@gmail.com. Vous imaginez, c'est une émission sur la mémoire qu'il faudrait que je fasse. Allez, pour revoir nos émissions ou en faire profiter des collègues et amis, il suffit d'aller sur la chaîne Fréquence Médicale. Toutes nos émissions, pas seulement celles des JDF, y sont. On se retrouve très vite avec Alain Serry, qui a beaucoup de choses à dire aux professions de santé. Et bien évidemment, avec vous, Nicolas. Avec plaisir, Jean-François. C'était clair? Très clair. Intéressant. Passionnant. Voilà. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.